trouve un peu pénible, c'est qu'on se concentre sur 1914, ou sur la guerre 14-18. Et on commence, en principe, on a commencé à commémorer au moment même de l'anniversaire de l'assassinat, donc à Sarajevo, qui a été un peu le début de la guerre, c'est comme ça que la guerre a commencé. Et on a tendance à expliquer la guerre par le biais des événements, commençant avec l'assassinat. Et là, j'ai un problème, parce que selon moi, pour bien comprendre la Première Guerre mondiale, il faut connaître la préhistoire. Pas seulement les quelques mois avant le début de la guerre même, mais il faut connaître en fait, l'histoire du 19e siècle. Et en même temps, il faut aussi parler de ce qui s'est passé par après. Et le deuxième problème que j'ai, c'est que, surtout ici en Belgique, on a l'impression, quand on regarde les commémorations, que cette Première Guerre mondiale, tout s'est passé ici en Belgique et en France, sur le front de l'Est. Et on parle de guerre de l'autre front de l'Est, qui est beaucoup plus long, en fait. Et on parle des fronts en Mésopotamie, par exemple, aujourd'hui l'Irak, où ce sont le pétrole. Et les guerres en Afrique, où il y a toutes sortes de choses intéressantes pour les grandes industries européennes. C'était la grande guerre européenne au début, mais qui est vite devenue une guerre mondiale. Mais encore une fois, les commémorations donnent trop l'impression qu'il s'agissait d'une guerre qui était surtout importante ici en France et en Belgique, et le reste du monde, apparemment, ce n'était pas important. Et pour moi, si, c'est très important. Le problème avec les explications, qui commencent, surtout celles qui commencent avec l'assassinat à Sarajevo, il y a toujours, après tant d'années, des historiens qui proposent que l'assassinat de Sarajevo, c'est la cause de la guerre. Ce n'est pas le cas du tout. Mais quand on commence à expliquer les choses comme ça, alors la Première Guerre mondiale devient un mystère. Parce que c'est un bel été. Tout le monde partait en vacances. Et tout d'un coup, oh mon Dieu, c'est la guerre. La guerre a éclaté. Et on dit que personne ne voulait la guerre. Non, on s'attendait à la guerre. Mais tout d'un coup, mon Dieu, catastrophe, c'était la guerre. La guerre a éclaté. Pourquoi? Mystère. La grande folie collective, l'Europe, ce n'était pas ça, c'est un mystère. Cette guerre-là est une guerre voulue. Voulue et qu'on savait qu'elle allait venir tôt ou tard. Voulue des deux côtés? Voulue de tous les côtés. Mais pas voulue par tout le monde. Voulue par les élites de chaque pays. Et parce que les masses populaires, pour utiliser ce terminologie-là, n'avaient pas aucun intérêt en une guerre. En fait, ce sera eux qui vont payer le prix, qui devront tuer et être tués, par des centaines de milliers, par des millions en fait. Quelques 10 millions de soldats sont morts dans la Première Guerre mondiale, et encore 4 ou 5 millions de civils. Alors ce n'est pas eux qui ont voulu la guerre, mais il y a dans chaque pays. En Allemagne, certainement, mais aussi en Grande-Bretagne, aussi en France, et certainement en Russie, la Russie du Tsar. Il y avait une élite qui consistait de l'aristocratie, de la noblesse et de la haute bourgeoisie qui voulait la guerre. Alors c'est ça les deux dimensions très importantes de la Grande Guerre, selon moi, dont on ne parle presque jamais, et certainement pas à l'occasion des commémorations, ça on ne touche pas à ce sujet-là, mais c'est la dimension sociale, la dimension économique. Ils ont voulu la guerre, ils espéraient gagner beaucoup. Je vous donne un simple exemple. Tout le monde sait que l'Allemagne voulait les terres riches, les terres agricoles de l'Ukraine, qui font un complément parfait pour une grande puissance industrielle. Deuxièmement, par exemple, la Grande-Bretagne avait laissé tomber son œil sur la Mésopotamie, comme on disait longtemps, qu'on a appelé par après l'Irak. Et la vraie raison pour laquelle la Grande-Bretagne est entrée en guerre en cet été 1914, c'était à cause du pétrole. Alors c'était très heureux quand dans cet bel été 1914, tout d'un coup, il n'y avait pas une raison pour faire la guerre, mais une excuse pour faire la guerre. C'est le problème. En fait, si les États-Unis avaient voulu sauver la démocratie, ils auraient pu commencer à venir en 1939 déjà. En 1940, par exemple, quand le dictateur allemand a envahi la petite Belgique et les Pays-Bas et la France, il est du côté des démocraties, quoi. Alors, si on veut vraiment aider les démocraties, c'est à ce moment-là qu'on avait besoin d'assistance américaine, mais les Américains n'ont rien fait. Et même plus tard, les Américains n'ont rien fait. En fait, il faut se poser la question, les Américains, quand est-ce qu'ils sont entrés en guerre contre l'Allemagne?
Pearl Harbor, c'était les Japonais qui ont attaqué dans une possession impérialiste d'ailleurs, américaine, Hawaï. Ouais. Et alors le lendemain, c'est vrai que les Américains ont déclaré la guerre au Japon. L'Allemagne ne devait pas venir à l'aide des Japonais. C'était des amis, mais leur alliance devait seulement marcher au cas où l'un des pays était attaqué par un autre. Mais alors, à Pearl Harbor, c'était les Japonais qui ont attaqué les Américains. Donc Hitler n'était pas forcé. Mais quelques jours par après, Hitler a déclaré la guerre aux États-Unis. Grande surprise. Alors, ce qui pose la question, ce qui fait poser la question, si Hitler n'avait pas déclaré la guerre aux États-Unis, quand est-ce que les États-Unis auraient-ils déclaré la guerre à l'Allemagne? Peut-être jamais. Peut-être jamais. En fait, il n'avait rien contre l'Allemagne. En fait, Hitler avait beaucoup d'amis aux États-Unis, de très bons amis. Et le fait qu'il était raciste et antisémite, aucun problème, parce que la plupart de ces gens-là étaient racistes et antisémites eux-mêmes. Henry Ford, le plus grand industriel des États-Unis, un héros du système américain, un captain of industry, comme on dit là-bas, qui avait été un grand antisémite, qui avait inspiré Hitler avec un livre qu'il avait écrit dans les années 20. Alors lui, il n'avait rien contre Hitler. Et le fait qu'il était dictateur, aucun problème, parce qu'il faisait de bonnes choses, il a supprimé les syndicats, par exemple. Plus de socialistes, plus de communistes, tous dans les camps de concentration. Formidable. Alors l'idée que cette élite américaine voulait la guerre contre l'Allemagne, c'était insensé. C'était insensé. Mais Hitler leur a déclaré la guerre, c'est ça le problème. Ce qui pose le problème, la question, pourquoi? Une des raisons pour lesquelles l'élite américaine, et quand je parle de l'élite américaine, je parle de l'élite politique, mais aussi surtout économique, donc les grands industriels et les banquiers américains, qui avaient déjà fait de très grands investissements en Allemagne aux années 20, fin des années 20, et qui avaient des investissements énormes en Allemagne aux années 30, et qui faisaient de très bonnes affaires grâce à Hitler. Parce qu'avant d'arriver au pouvoir d'Hitler, c'était la grande crise économique en Allemagne comme aux États-Unis. Alors on vendait mal les voitures que Ford et General Motors produisaient en Allemagne se vendaient mal. Parce que les Allemands n'avaient pas de fric pour acheter des voitures de Ford. Mais quand Hitler est arrivé au pouvoir, il a dit à Ford et General Motors, à Cologne, où il y avait une grande usine, Hitler a dit, ne produisez plus les petites voitures, les petits cars, produisez désormais des camions, des chars, des avions. Parce qu'on va remilitariser, il y aura une guerre. Hitler a payé, parce qu'Hitler n'est pas communiste, il n'est pas nationalisé. Beaucoup de gens croient que Hitler a tout. Il a dit, produisez, mais je ne paye pas. Non, il a payé. Il n'a pas l'argent, il est allé chercher l'argent auprès des banques américaines et des banques allemandes, qui comme ça avaient un intérêt dans le système d'Hitler et dans le succès du système d'Hitler. Et qui avaient un intérêt à ce qu'il commence une guerre. Parce qu'ils savaient très bien qu'Hitler n'avait vraiment pas l'argent pour payer tout cela. Mais une guerre de conquête, ça lui donnera le fric pour nous payer. Alors, le grand espoir, c'était que non seulement il va réarmer l'Allemagne, mais il va commencer une guerre. Et quand on leur avait dit, par exemple, mais n'avez-vous pas peur qu'Hitler va commencer une guerre contre les petites démocraties comme les Pays-Bas, la Belgique, la France, il aurait dit, mais non, n'avez-vous pas lu mon livre, Mein Kampf? C'est tout dedans. On va marcher vers l'Est. On va marcher vers l'Union soviétique. Ah oui, formidable, parce que l'Union soviétique, c'est le grand ennemi. Le fascisme, aucun problème, c'est nos amis. Aucun problème. L'Union soviétique, ça c'est le problème. En décembre 1941, quand Hitler déclare la guerre aux États-Unis, alors les Américains commencent à arriver en Grande-Bretagne en 1942 par exemple. Et ils voient que sur le front de l'Est, il y a des fois que les Allemands gagnent un peu, puis les Soviétiques gagnent un peu. En fait, c'est un peu match nul pour le moment. Alors ils disent, c'est bien comme ça. Parce qu'on n'aime ni les uns ni les autres. Mais tout d'un coup, vers la fin de 1942, début de 1943, il y a une bataille de Stalingrad. Et tout d'un coup, c'était clair que l'Allemagne allait perdre la guerre. Et que l'Union soviétique, que l'armée rouge était en route vers Berlin. Alors maintenant, il faut intervenir. Parce que si on ne fait rien, l'armée rouge arrivera à Berlin et ils finiront à Ostende. Alors ça, on ne peut pas voir ça, c'est impossible.
Alors maintenant, Joseph Staline, on arrive. En fait, Staline n'avait plus besoin d'un deuxième front, pour ainsi dire. Mais alors, en 1943 déjà, après la bataille de Stalingrad, les Américains, les Britanniques avaient voulu déjà intervenir en France, afin d'être à Berlin avant les Soviétiques. Mais c'était trop tard pour organiser quelque chose, parce que le débarquement, c'est tout de même une affaire assez complexe. Alors j'ai dû attendre un an, en 1944. Et là, ils sont arrivés en France. Est-ce qu'ils ont fait ça pour libérer la France? Ben non. Ils avaient pu attendre que l'armée rouge libère la France. Mais c'est exactement pour ça qu'ils sont arrivés, afin d'empêcher que l'armée rouge allait être la seule à libérer toute l'Europe. Alors tout cela, le débarquement en Normandie, ce n'était pas pour le plaisir des Français, ou pour libérer les Français. Bien sûr, ils ont libéré la France, et je ne dis pas qu'ils n'ont pas fait ça. Il y a beaucoup d'Américains qui sont morts pour la France. Et parmi les soldats américains, il y a beaucoup qui ont créé qu'ils étaient là vraiment pour libérer les gens. Et je ne doute pas l'idéalisme de beaucoup de soldats américains et de certains officiers. Mais je parle de l'élite, de la politique, des grands chefs américains. Le plus important dans la Première Guerre mondiale, une des raisons pour laquelle l'élite voulait une guerre, n'était pas seulement de conquérir donc, des terres comme l'Ukraine ou de la Mésopotamie où il y avait le pétrole, ça c'est des facteurs impérialistes, des objectifs impérialistes. Mais avant la guerre, l'élite européenne, allemande, française, britannique, russe, etc., avait peur de la démocratisation. Il y avait, vers la fin du XIXe siècle, un processus de démocratisation. Petit à petit, l'idée de la démocratie a fait des progrès. Et du point de vue d'une élite, ce n'est pas une bonne chose. Aujourd'hui, on aime nous faire croire que l'élite adore la démocratie, que notre bon roi et la reine, ils sont tous des démocrates, ils adorent la démocratie. Eh bien, ce n'est pas vrai. Les rois préfèrent être des Louis XIV, avoir tout le pouvoir. Alors, même tous ensemble, la noblesse et la haute bourgeoisie, qui ensemble constituent ce que j'appelle l'élite, donc dans un pays, ne représentent à plus de 10%. Alors, dans une démocratie où chacun s'est voté, où il y a le suffrage universel, ils sont condamnés à perdre dans les élections. Et ça veut dire perdre le pouvoir. Alors, il faut un projet antidémocratique, contre-révolutionnaire, antisocialiste. La guerre. Parce qu'à la guerre, vous savez, en français on dit à la guerre comme à la guerre. À la guerre, on ne parle plus. C'est pas comme dans les parlements où tout le monde se... À la guerre, quelqu'un donne des ordres et les autres obéissent inconditionnellement. Alors, c'était là l'idée que la guerre allait résoudre le problème social. La guerre comme antidote à la révolution. La guerre comme moyen pour arrêter la démocratisation. La guerre pour, en fait, non seulement arrêter la démocratisation, mais peut-être même détricoter les concessions qu'on a déjà dû faire, le terrain qu'on a déjà perdu aux socialistes, etc. En fait, du point de vue de l'aristocratie de l'élite européenne, l'idée en 1914 c'était un grand bond, pas en avant comme disait Mao, mais en arrière. Une des choses remarquables à propos de la Première Guerre mondiale, c'est le fait que le pétrole de la Mésopotamie, de l'Irak, jouait déjà un grand rôle. Mais ça ne veut pas dire, il faut dire que c'était pour chauffer la Belgique. Mais aujourd'hui, le pétrole d'Irak est toujours l'enjeu de guerre, la guerre du Golfe. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit vraiment que cette guerre était... L'idée, c'était donc d'apporter la démocratie au Moyen-Orient, comme disait Bush. C'est pas le vrai du tout. L'élite qui organise la guerre pour réaliser certains objectifs qui sont d'une grande importance et d'un grand intérêt pour eux, économique et social, ne peuvent pas dire ça. Ils doivent inventer des choses comme par exemple, Wilson l'avait dit, c'était la guerre pour la démocratie. Ou la guerre pour finir, la guerre, la terre des terres. Hein. Alors c'est la même chose comme ça. George W. Bush n'a pas pu dire aux gens en Amérique qu'on va envahir l'Irak à cause de leur pétrole. Non, c'était pour éliminer un dictateur comme Hitler,
ou pour faire apporter les bienfaits de la démocratie. Alors là, des mensonges comme ça, c'est en fait la Première Guerre mondiale qui a donné l'exemple pour ça. On fait beaucoup de trucs, pour ainsi dire, des astuces, des techniques pour vendre une guerre au public. Et en même temps, l'idée que cette guerre-là a une dimension antisociale, antidémocratique. On retrouve ça aussi dans la Première Guerre mondiale, parce que tout de suite, la guerre était accompagnée par exemple, on a supprimé le droit de faire la grève, on a tout de suite arrêté tous ceux qui n'étaient pas d'accord, et on trouve toujours la guerre en Irak restant accompagnée par le Patriot Act. Alors moins de liberté pour les Américains. Alors l'idée c'est qu'on va apporter le bienfait de la démocratie là-bas, mais entre-temps moins de démocratie chez nous. Tu vois que c'est un peu la même idée. On voit ça dans la Première Guerre mondiale et on le voit toujours. Eh bien, l'histoire peut être très utile, je trouve. On ne peut pas comprendre où on est aujourd'hui si on ne sait pas d'où on vient. Mais l'histoire, et Napoléon le savait déjà, est dangereuse. Parce que quand les gens commencent à savoir ce qui s'est vraiment passé, ça devient difficile pour les autorités. L'élite, en 1914, ne voulait pas que le peuple comprenne que c'est une guerre dont ils avaient un intérêt, donc, qui pour eux était intéressant, dont ils s'attendaient à toutes sortes d'avantages et qui n'étaient pas des avantages pour le peuple. Alors on devait mentir. Les élites d'aujourd'hui n'aiment pas non plus ce genre d'histoire. Ils préfèrent les mensonges, les distorsions. Donc l'histoire est vraiment un peu une discipline subversive, comme le savait déjà Napoléon.